Alors, du coup, bienvenue Guillaume Bertrand, merci beaucoup. Merci à toi. Comme je dis souvent, c'est la deuxième fois que je viens à la fac. Et la première fois, c'était avec elle aussi. C'était une intervention dans le cadre d'un cours de lecture critique de l'actualité pour la licence. C'était très chouette. Alors du coup, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un peu ? Oui, je peux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content d'être là. C'est toujours rigolo de retourner sur les bancs de l'école. Surtout que moi, je ne suis pas du tout allé à la fac. Moi, aujourd'hui, j'ai deux fonctions dans ma vie. Je suis à la fois praticien en hypnose, classique et ericksonienne. Alors, on verra un peu ce que c'est la différence. Grosso modo, la hypnose classique, c'est ce que vous voyez à la télé, c'est Mesmer, c'est l'hypnose de spectacle, c'est Dormez, je le veux, et c'est les spectacles. Et l'hypnose ericksonienne vient du nom du médecin Erickson. Milton Erickson, des années 60, a complètement redéfini les approches de la communication et a décidé d'avoir une hypnose plus éthique, plus en position basse, plus tournée vers l'autre. Tous ces mots que Lucille a déjà un peu évoqués, ça vient de l'époque de l'hypnose ericksonienne et de la PNL, comme on va le voir tout à l'heure. Donc je praticien à la fois en hypnose classique ericksonienne, mais ça m'a aussi amené à exercer une autre fonction que je fais avec beaucoup de plaisir depuis maintenant 3 ans. Je suis guide de Paris, mais je ne suis pas guide pour les touristes, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je fais ça pour les Parisiens, pour les Français ou que les Franciliens, ceux qui peuvent venir régulièrement dans la capitale pour découvrir autrement Paris. Leur raconter la même histoire, la grande histoire, mais dans une expérience plus ludique. La nuit tombée, voilà, sur le thème des vieilles légendes, des histoires, des crimes, des alchimistes, des templiers. En fait, tout ce qui façonne notre roman national et ce qui va un petit peu participer à notre identité. Voilà, c'est à la fois une expérience marrante, amusante, et puis en même temps, vous apprenez plein de choses. Ça peut surprendre d'être guide de Paris, d'intervenir un petit peu dans ce qui est le monde de la communication, mais en même temps, l'histoire, si c'est pas un grand coup de com', on ne sait pas ce que c'est. Et justement, je suis spécialisé un petit peu dans l'histoire. Comment est-ce qu'on a réécrit en permanence l'histoire et à qui ça sert et comment est-ce qu'elle est écrite, souvent par les gagnants d'ailleurs. Donc voilà, c'est une manière de voir aussi un petit peu comment les légendes se construisent, comment nos perceptions peuvent différer. Alors je ne sais absolument pas ce que vous allez faire plus tard sur le terrain, l'objet de vos enquêtes. Mais quoi que vous fassiez, vous allez forcément communiquer. Et en tant que chercheur, en tant que sachant, vous allez devoir savoir comment vous communiquez. Et si Lucille m'a appelé aujourd'hui, je pense que c'est pour voir un petit peu comment on communique de façon consciente, mais aussi de façon très inconsciente. Parce que on a plein de prismes de lecture, de prismes de compréhension, de retranscription, on a des intentions, et voilà. Et la communication, ça peut être très important. Alors, vous n'êtes pas... Vous n'avez pas le sort d'une nation entre vos mains avec votre communication, mais ce genre de cours d'initiation sont très réputés pour à la fois les politiques, les commerciaux, ceux qui gèrent des gestions de crise. Vous voyez, moi, en tant que praticien en hypnose, je suis amené à faire du spectacle, de la conférence, de l'intervention, de la formation, de l'hôpital, de l'accompagnement thérapeutique. En fait, à partir du moment où on va commencer à comprendre comment notre cerveau est structuré, on va pouvoir en faire plein de choses. Alors, de façon plus ou moins bienveillante parfois. Alors rassurez-vous, l'hypnose, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qu'on veut avec les gens, sinon on braquerait des banques. On ne s'embêterait pas à monter des spectacles et à faire des formations qui vaut très très cher. On va voir que ce n'est pas des pouvoirs que les gens auraient, des dons, comme on l'a souvent cru pendant longtemps. Certains y croient encore dur comme fer d'ailleurs. J'adorerais avoir des pouvoirs, je ne vous cache pas. Mais alors, on peut avoir le pouvoir de la communication. Et pour comprendre ça, et plein de mots que Lucille a mis dans son cours, j'entendais position basse, carte, territoire. Tous ces mots-là nous viennent de la PNL. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est un terme qui a été inventé dans les années 60 par 2 hommes, John Grinder et Richard Bandler. Et ces 2 hommes sont les élèves du docteur Milton Erickson. Donc, vous voyez, il y a un lien direct entre ce qu'on va appeler hypnose et PNL. La PNL aura son âge d'or dans les années 80, 90, 2000. On a l'impression qu'on a découvert le pétrole et toute la communication, le marketing, le cinéma même va être rempli de ça. Comment est-ce qu'on va réussir à influencer à la fois notre discours et en même temps votre perception de l'information ?
Du coup, je sais pas, en tout cas, moi, quand je suis un peu les travaux de Lucille, je vois à quel point il y a des ponts qui se font entre nos deux disciplines qui ont pourtant l'air sur le papier assez radicalement différentes. Milton Erickson, il n'a jamais rien écrit lui-même, ce sont toujours des gens qui vont le représenter ou théoriser sur lui. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu la PNL? Eh ben, c'est de considérer que notre communication est conditionnée, enfermée dans un modèle qui est le langage. Et que c'est beaucoup plus difficile de communiquer avec quelqu'un à qui vous ne parlez pas la même langue. Il y a plein d'autres techniques, mais il n'y a rien de plus immédiat, de plus accessible que de partager le même langage. Mais parfois, il arrive, on le voit souvent dans les débats à la télévision, ou même, je peux en faire l'expérience avec vos amis, vos cercles privés, que parfois vos discours, avec parlant la même langue, peuvent complètement se heurter. Parce que vous n'avez pas forcément la même définition sur chaque mot. Chaque mot a son bagage, son inconscient collectif, votre propre inconscient, votre propre conscience, où vous le chargez. Et donc, a priori, en tant que chercheur, vous allez devoir définir un petit peu vos mots, vos problématiques, vos terrains d'enquête. Parfois, c'est difficile de faire parler quelqu'un quand il va vous dire bah moi, j'aime beaucoup telle ou telle série, ou ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me touche beaucoup. Déjà, il y a plein d'informations dans le choix des mots, il y a plein d'informations dans la façon de les retransmettre. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec les 12 modèles du métamodèle que Bandler et Grinder ont établi. Mais voilà, je vais vous donner quelques petites clés de compréhension. En même temps, vous le faites déjà tous inconsciemment. J'essaie juste de vous donner un peu plus de conscience sur des choses que vous faites inconsciemment. Vous allez voir, ça peut même vous servir bien au-delà de vos études. Et puis en même temps, Lucille, tu as déjà dit énormément de choses que j'ai l'impression que je vais un petit peu me répéter. Mais voilà, elle veut déjà saupoudrer plein de choses. Et vous voyez déjà, le saupoudrage, c'est une technique de PNL. Au lieu de dire, voilà, je vous invite à faire de la PNL, je vous invite à faire de la communication d'influence dans vos recherches, elle vous a saupoudré par-ci et là des techniques. C'est largement utilisé par des commerciaux ou par des publicités. Au lieu de vous dire plutôt clairement les choses, on va vous les distiller. Vous faites souvent ça, je pense, quand vous voulez quelque chose. Quand vous êtes jeune, vous faites souvent ça avec nos parents. On distille l'idée. Voilà. Et au cours de l'entretien, vous pouvez comme ça faire influencer. Tout à l'heure, il y avait la question de comment est-ce qu'on rattrape un discours. On va appeler ça garder le leading. Le leading, hein. A priori, vous savez ce que ça veut dire. To lead, ça veut dire guider, mener. On a des techniques, on a des questions, des façons de l'idée. Alors, je vais faire une petite introduction à ce que je sais. Et puis, il y a plein de choses que je ne sais pas, donc je vous inviterai à aller les poursuivre. Déjà, il va falloir créer le cadre. Votre cadre, présentez-vous effectivement. Et ensuite, dans les questions que vous allez poser, essayez de faire ce qu'on appelle du clean language. Ça veut dire c'est d'enlever tout ce qui va pouvoir modifier la neutralité de la réponse. Par exemple, si je puis me permettre, j'ai un peu checké un œil là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas, je prends le premier qui vient, c'est par rapport aux questions. Vous voyez, y a-t-il une différence entre une drag queen et la féminité pour vous? Pour nous, c'est pas du tout une phrase clean. Il y a déjà beaucoup de présupposés dans cette phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez où c'est? Ça veut dire qu'il y aurait un lien, soit différence, soit semblance, entre le drag queen et la féminité. Je ne suis pas du tout en train de remettre la question, n'importe quelle question, mais là, on voit c'est déjà une question posée avec un présupposé. Et donc déjà, vous êtes en train d'influencer plus ou moins la réponse, parce que vous amenez la personne à se positionner sur cette question-là. C'est exactement ce que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, ils appellent la violence symbolique. Donc ça, ils le dénoncent notamment par rapport au questionnaire. Et là, c'est un questionnaire que prend Guillaume en exemple. Néanmoins, les situations de communication verbale lors des entretiens, vous allez aussi faire ça en réalité. Donc on ne peut pas avoir un entretien qui est pur de toute domination, de toute violence symbolique. Malheureusement. Mais néanmoins, vu qu'on le sait, l'idée, ça va être de l'amoindrir, d'essayer volontairement de diminuer en fait cette tension qu'on va exercer lors du cadre d'enquête. Mais alors, autre chose aussi qui est très intéressant par rapport à ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parfois proposer des associations
Mais on ne le fait pas dès le début de l'entretien, on le fait plus loin dans la conversation. Proposer des associations, par exemple, qui sont provocantes, ça peut aussi être très intéressant de voir comment la personne en face de vous va réagir. Tout à fait. Pareil, une fois de plus, il n'y a pas de jugement sur quoi que ce soit, c'est purement on analyse. Même la question selon vous, qui peut devenir drag queen on pourrait remplacer drag queen par ce qu'on veut. Qui peut devenir présuppose déjà que c'est quelque chose que l'on devient, qui n'est pas acquis, qui n'est pas inné. Donc vous voyez déjà sur une question très anodine, il y a déjà des présupposés. Si on devait faire une petite liste de ce qu'on appelle les suggestions, parce qu'en fait toutes les suggestions, il y a ce qu'on appelle les suggestions directes et les suggestions indirectes. Vous avez bien plus de chances de répondre à une suggestion indirecte, puisque la suggestion directe vous laisse la possibilité de dire non. Si je vous dis, là, Lucille, elle vous a pas fait une suggestion directe, genre, est-ce que vous voulez faire une pause? Elle vous a fait une suggestion indirecte, est-ce qu'on fait la pause maintenant? Ou est-ce qu'on termine le cours plus tôt? Forcément, il y a déjà une influence là-dedans. On sent déjà sur quoi elle sait vous toper. Pas du tout. Au lieu de vous dire, il fait chaud ici, dans cette pièce, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on ouvre la fenêtre et déjà suggérer qu'il fait chaud?